Bienvenue, je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondin et vous êtes dans C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Nous sommes dans le 14e numéro de cette série d'émissions. Elle est sur Web Girondin du lundi au vendredi pour l'heure de l'apéro à 18h30. Aujourd'hui, vendredi, je les accueille, les fidèles de l'apéro. Ils aiment ça, prendre l'apéro. C'est monsieur Nicolas Paolorsi et monsieur Florian Sabatier. Salut les gars. Salut à tous. Bien sûr qu'on aime ça. Eh ben oui. Et comment? Dites-nous vous aussi ce que vous prenez à l'apéro, comment vous faites pendant ce confinement ou pas, parce qu'il y a encore des gens qui travaillent et qui permettent au pays de tourner. Voilà, vous préférez quoi à l'apéro habituellement? Vous êtes plutôt quel type de boisson? Oh, c'est dur comme question. Moi, j'aime bien tout boire, franchement. Mais bon, la bière, quand il fait bien chaud, quand même, une bonne bière fraîche, c'est quand même pas mal. Ouais. Et toi, Flo? Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas dire ce que j'aime forcément parce qu'il y a beaucoup de choses, mais ah bon? Mais on va dire une bonne. Oui. Lâche-toi. J'en dirai pas plus. Non. Ah ça bon? reste. Ça reste secret. Voilà, on dira secret défense. Ah bon? Non, mais comme le disait, une bonne petite bière, quand il fait chaud. En plus, il commence à faire bien chaud là en ce moment là. Donc voilà. Allez, une petite bière en terrasse, ouais, voilà. Un spritz italien, toi qui aimes l'Italie. Ouais, mais je t'avouerai que je suis pas trop ça. Plus d'autres alcools forts, mais pas trop ça. Bon. Non. Je trouve ça pas mal, mais j'en fais pas des folies. Voilà, donc avec modération, attention, faut pas en abuser sûr. pour votre santé. Je préfère le rappeler. Vous pouvez aussi boire un jus de fruits, c'est très bien. Alors, dans plus de 8-10 par apéro, pas plus de 8-10 bières par apéro. Voilà, tout à fait. Ça. De jus de fruits, bien entendu. Voilà, merci à tous de nous suivre en nombre. J'espère que vous passez une belle journée. On est ravis d'être avec vous. Dans cette émission, vous le savez, on développe un thème sur les Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, on va parler des jeunes joueurs de la réserve des Girondins et s'interroger sur leur avenir. Est-ce que Bordeaux va pouvoir s'appuyer sur les jeunes des Girondins dans la saison à venir? À court terme, c'est la question qu'on se pose. Alors déjà, allez, je commence par toi, Nicolas. Est-ce que tu penses, si je te pose cette question, est-ce que Bordeaux va pouvoir s'appuyer sur les jeunes rapidement? Qu'est-ce que tu réponds? Je réponds, j'espère, parce que vu les investissements qu'ils font pour leur équipe réserve, on sait que maintenant c'est la nouvelle stratégie des Girondins. Enfin, ça fait partie de leur nouvelle stratégie, mais que ils sont plus forcément dans la formation pure et dure de joueurs, que leur choix c'est de prendre des joueurs de 17, 18, 19, 20 ans, voire un petit peu plus vieux, et de faire ce qu'on appelle de la post-formation avec eux, c'est-à-dire les faire jouer dans leur équipe réserve, leur faire signer des contrats pro. Et puis essayer de les intégrer au groupe Euro, un peu ce qu'a fait Monaco, parce que Monaco, on a vu les super plus-values qu'ils ont fait, mais il y a eu aussi quelques échecs. Voilà, donc un peu dans l'idée ce qu'a fait Monaco, même si on peut pas comparer les deux projets, mais c'est un petit peu dans cette idée-là. Donc j'espère que Bordeaux va pouvoir s'appuyer sur ces jeunes, parce qu'ils ont fait signer un nombre de contrats pro assez important, qu'il y a des joueurs qui ont vraiment du potentiel. Maintenant, si tu me demandes s'ils vont pouvoir s'appuyer sur leurs jeunes à court terme, j'ai envie de te dire, vu ce que nous dit Paulo Sousa, non, parce que lui, il les trouve vraiment pas prêts. Et c'est assez étonnant parce qu'on sait que Sousa, Flo, on en a parlé pas mal de fois dans cette émission, Sousa est plutôt un entraîneur qui a toujours fait jouer les jeunes, que ce soit à la Fiorentina, dans d'autres clubs avant. Il a cette fibre un petit peu jeunesse. Et là, Bordeaux, il trouve que ces jeunes-là sont pas encore prêts, alors qu'il y a des noms de joueurs dont on se demandait s'ils n'allaient pas frapper directement à la porte des pros dès cette saison. On reviendra peut-être sur les noms tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a de beaux potentiels en réserve. Après, c'est vrai que la réserve fait pas une saison extraordinaire, mais j'espère vraiment que Bordeaux va pouvoir s'appuyer sur ces jeunes-là, parce que c'est pas ce qui va sauver le club, on va dire, mais pour faire de belles plus-values économiques, éponger un petit peu les dettes, faire rentrer de l'argent aussi, c'est important que le club sorte des jeunes. On l'a vu, les plus grosses ventes réalisées par Bordeaux ces dernières saisons, c'est Koundé, c'est Tchouaméni, bon, dans une moindre mesure Zedou Youssouf, mais voilà, c'est avec ces joueurs-là que tu peux faire la maille au niveau financier et que tu peux essayer de t'en sortir. Ouais. Flo, le contexte, vient d'en parler Nico, c'est Bordeaux, c'est l'austérité, besoin de vendre.
tout de suite, quand on entend ce contexte-là, on se tourne vers le centre de formation et on regarde les joueurs qui peuvent renforcer ton équipe sans dépenser. Et aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Après, c'est vrai que sur les dernières semaines et derniers mois, moi j'ai trouvé qu'il y en avait 2-3 qui étaient pas mal et qui avaient joué un peu avec l'effectif professionnel. Et j'en pense notamment à un qui est Mehdi Zerkan. Je crois qu'il avait fait une ou deux apparitions dans les groupes pro avant cette période de confinement, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il a l'air pas mal, balle au pied, assez vif, assez à l'écoute aussi. Donc après, comme le disait Nico, là le problème c'est que, alors évidemment, je pense que nombreux qui suivent un peu Paulo Sousa depuis un petit moment vont penser, bon voilà, il a réussi à sortir des gamins à la FIO, que ça soit mais pas tant que ça, si. Pardon, pas tant que ça, si. Bah, il en a sorti quand même 2-3. Enfin, je veux dire, par exemple, bon, après, c'était quelqu'un qui était un peu plus âgé, mais un mec comme Marcos Alonso, on sait même pas d'où et quand il est sorti. Et puis après, il a fait quand même sa période à Chelsea et a réussi à bien fonctionner. T'as Federico Bernardeschi qui quand même sortait. Bon, on entendait parler, mais il jouait pas beaucoup. Après, tu as eu Federico Chiesa, et moi, c'est là où je trouve assez fantastique. Alors, évidemment, oui, c'était un talent dont on entendait parler depuis un moment, mais avoir la possibilité de faire jouer Bernardeschi et aussi Chiesa dans la même équipe, faut, entre guillemets, vous m'excuserez du terme, avoir un peu les coronesses de le faire. Donc voilà, moi, je pense qu'il y a le problème à Bordeaux, comme disait un petit peu Nico, c'est qu'il est, pour paraphraser Paulo Sousa, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui semblent être prêts. Par exemple, on pense à Albert Lautin qui avait fait 2-3 apparitions avec les pros, notamment sous Paulo Sousa la saison d'avant. Il joue titulaire sur le premier match, il se plante et depuis on le revoit plus. Donc même carrément même à l'entraînement, puisqu'il s'entraîne quasiment tout le temps avec la réserve. Donc voilà, peut-être que évidemment, on est dans une période d'austérité, mais peut-être que les joueurs sont tout simplement pas prêts. Et je pense aussi à des joueurs comme Gabriel Lemoine, dont nous avons vendu ce joueur comme un futur grand de la sélection belge, mais pour l'instant, on n'en entend pas trop. Et c'est vrai que, on va dire, les résultats en yo-yo de l'équipe réserve, ça n'aide pas non plus aussi à Paulo Sousa, je pense, à faire confiance à quelques joueurs. Alors c'est vrai que le centre de formation a été complètement réorganisé. Il y a un nouvel entraîneur, Manu Guidicelli. Il est accompagné de Plasil et de Chalmé en adjoint. Il y a Souleymane Cissé qui est censé chapeauter, si j'ai bien compris, vous me corrigez, messieurs, Nico et Flo, si je dis des bêtises, qui est censé chapeauter toute cette formation bordelaise. Donc ça se met en place. On a vu des résultats difficiles de la réserve qui a enchaîné les défaites pendant 6 mois. Et là, ça va beaucoup mieux. Est-ce que c'est pas trop tôt finalement pour attendre des renforts de la réserve cet été? Est-ce que c'est pas trop tôt pour ces joueurs-là, Lemoine, Zerkan, Bouchicha? Oui, je vais te dire oui et non. Oui et non. Trop tôt maintenant dans le foot, il y a plus trop tôt. Quand tu vois certains jeunes qui explosent à 18 ans, 19 ans, t'en as d'autres qui vont sortir à 23 ans. Je pense qu'il n'y a pas de vérité. C'est pas trop tôt. Il y a peut-être des mecs qui sont pas loin de s'imposer. Un joueur comme Ismaël Sow, en tout cas, c'est quelqu'un qui plaît à Sousa. C'est pas exclu, tu vois, si jamais Bordeaux est en galère cet été pour trouver des joueurs et notamment des latéraux, que Ismaël Sow ait un rôle à jouer dans cette équipe bordelaise. Flo parlait des offensifs. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus délicat pour un joueur dans le secteur offensif de venir se créer une place. En tout cas sur la durée, parce qu'il y a quand même du monde à Bordeaux mine de rien devant, quoi qu'on puisse en penser, surtout cette année où l'équipe des Girondins est une des équipes, une des belles attaques du championnat, quoi. C'est une équipe qui marque des buts, donc c'est un secteur quand même assez fourni. Et je pense que ça va être compliqué pour des joueurs comme Gabriel Lemoine. Voilà, il y a des joueurs comme Aruna qui sont arrivés. Finalement, c'est des joueurs qui sont plutôt formés vraiment aux Girondins, qui sont là depuis quelques saisons déjà, qui sont performants. Amadou Traoré, il y a Sékou Mara aussi qui fait une très belle saison.
et qui marque beaucoup de buts là sur les derniers matchs. Il y a un joueur comme Yameogo qui était vraiment un petit crack en U17 qui va arriver et à mon avis il peut arriver fort. Voilà, c'est compliqué de te répondre à cette question, Nico, parce que cet été ça va peut-être encore être un peu court, mais après tu sais jamais. Regarde Yacine Adli l'été dernier. Alors pas faire de comparaison entre les jeunes de la réserve et Yacine Adli, mais ce que je veux te dire, c'est que si t'en as un qui fait une prépa physique de fou, qui physiquement s'étoffe, et voilà, et qui franchit un cap sur le plan mental, et que pendant la pré-saison, s'il y a une pré-saison avec les événements qu'on vit, c'est un gros point d'interrogation, mais pendant la petite pré-saison qu'on risque d'avoir avant de reprendre la saison l'année prochaine, et bah t'as un joueur qui explose. Oui, je pense que Sousa comptera dessus. Maintenant, te dire qui maintenant dans l'effectif, je vois pas trop. Il y a des joueurs qui sont intéressants. Moi, si tu me demandes qui va jouer un rôle, je te dirais Ismaël Sow. Je pense que Racef à terme pourra jouer un rôle. Boudé Chicha pourra jouer un rôle. Et puis au milieu de terrain, il y a un joueur dont on parle pas mal. Alors t'as le capitaine Émeric Depucet, mais t'as Yacine Boujouama apparemment qui fait une belle saison et qui est intéressant. Donc voilà, je citerai ces mecs-là. C'est vrai que et après il faut qu'il rentre dans le moule Paolo Sousa. Moi ce que je me demandais c'est si la réserve Manu Guidicelli travaillait en accord. Quels sont les rapports entre Paolo Sousa et l'entraîneur de la réserve? Bah bien sûr, non mais après des rapports ils ont peut-être pas forcément je peux pas te dire quel rapport ils ont, mais après c'est comme tout club pro, quel que soit le sport, tu as un projet de jeu collectif en commun. Donc tes équipes de jeunes essayent d'adapter leur philosophie en fonction de l'équipe senior. Alors peut-être pas la même complexité bien évidemment que ce que veut mettre Sousa en place, mais il y a un projet de jeu commun entre toutes les équipes et c'est pour ça que tu as un mec comme Souleymane Cissé qui chapeaute toutes les équipes de jeunes, qui est vachement en relation avec Eduardo Macia, avec Paulo Sousa. Voilà, ils travaillent vraiment ensemble. Donc ce sont pas des joueurs quand ils débarquent dans le groupe pro qui sont complètement largués, qui bétonnent derrière et qui jouent en contre, tu vois. C'est pas ça du tout et je pense d'ailleurs que c'est pour ça aussi que la réserve a autant galéré en début de saison, c'est parce qu'ils ont essayé vraiment de changer les choses au niveau de leur projet de jeu et que ça a été compliqué pour les jeunes de s'adapter. Ouais, c'est vrai que ça demande du temps. Moi la question que je me posais c'est est-ce que c'est Paolo Sousa qui fixe les priorités de la réserve et les priorités de jeu de la réserve. Il dit tiens moi je veux qu'on axe que vous travaillez comme ça. Parce que moi, je veux des joueurs qui soient prêts à arriver dans mon moule. Alors non, parce que je pense que je suis pas vraiment dans les petits papiers, mais j'imagine que tu as quand même un staff technique qui bosse en conséquence et qui décide, c'est eux qui voient les joueurs au quotidien. Donc Sousa peut pas arriver en disant ouais, lui tu le fais bosser ça, là tu me fais bosser ça parce que je veux ça. Ouais, mais au niveau collectif, ouais. Non, mais voilà, après tu as une idée directrice de jeu. T'as un fil conducteur, ils doivent très certainement travailler sur des cycles, comme ça se fait beaucoup, où tu travailles le secteur offensif pendant un certain cycle, tu travailles ta mise en place défensive, après tu vas faire du spécifique, tu dois travailler comme ça. Donc pour t'amener à être performant dans ton projet de jeu et que les joueurs assimilent ça. Maintenant, Sousa va pas décider, tu vois, au jour le jour de ce qu'il va mettre en place dans l'optique de potentiellement prendre un joueur pour l'intégrer à son groupe pro. Tu as vraiment le staff de la réserve qui fait un bon boulot. Derrière, ils font des rapports à Sousa ou alors les adjoints de Sousa viennent voir les matchs de la réserve et tout ça. Et c'est comme ça que les mecs se disent, lui, on va le prendre pour l'entraînement, on va piocher, lui, on veut le voir, Zerkan, on va le prendre dans le groupe. Voilà, c'est plus comme ça que ça se fait, je pense, que Sousa qui impose les choses. Donc Flo, tu as vu, il y a eu beaucoup de recrutement pour l'équipe réserve, ça a été assez médiatisé aussi par le club, ces renforcements en équipe réserve. Tu as parlé de Gabriel Lemoine et il y en a un, c'est Loïc Bessilé qui est arrivé en provenance du TFC la saison dernière et on a appris dans la semaine qu'il était suivi par des clubs allemands, notamment Dortmund, qui aimerait lui faire passer un essai. Est-ce que ça te surprend de lire ce type d'informations ? Non, on va dire c'est dans l'air du temps un petit peu et notamment du côté du Borussia Dortmund qui essaye toujours d'aller piocher à droite, à gauche et notamment en France pour renforcer son équipe. Alors apparemment de ce que j'ai lu c'est déjà pour renforcer dans un premier temps l'équipe réserve si jamais il doit passer cet essai parce qu'en fait il devait passer un essai avec le club allemand mais ça a un petit peu capoté du fait de ce qui se passe actuellement dans le monde donc voilà. Après
moi, je veux bien. Je voyais deux trois réactions hier sur les réseaux sociaux dire ouais, est-ce que Paulo Sousa pourrait pas faire jouer un mec enfin, est-ce qu'il est assez protagoniste? Est-ce qu'il rentre assez dans le processus de Paulo Sousa pour le faire dédaigner de le faire jouer ou au pire de le mettre dans le groupe? Mais bon, quand même, moi, j'aimerais bien rappeler que Loïc Bissili, après, je ne le connais pas et je ne le regarde pas non plus tous les matchs de l'équipe réserve. Mais il joue défenseur central. Il y a du monde en défense centrale. C'est compliqué de faire jouer. Puis il a quand même, entre guillemets, je serais tenté de dire, déjà 21 ans. Donc, moi, je veux bien que ça soit un futur gros joueur, etc. Mais je crois que dernièrement, des joueurs qui sont passés par le Toulouse Football Club et qui avaient un peu plus de 20 ans et qui ont fait des premiers matchs en pro, il y en a pas des masses. Moi, je me rappelle surtout de Driss Richard, dont on nous a dit, vous allez voir, Alexandre c'est un super Lauré. latéral gauche. Alexandre Lauré, tu as. Ouais, aussi, mais là aussi j'ai du mal avec ces petits défenseurs entre guillemets de petite taille. Après Driss Richard, moi contre Toulouse justement, son club formateur, j'avais pas trouvé si énorme que ça. Donc il y a quand même un palier. Faut pas oublier aussi, je pense, même si on veut que beaucoup de joueurs jeunes arrivent, alors tu as eu des jeunes comme Zaidou Youssouf, comme Aurélien Tchouaméni, comme Jules Koundé, mais il faut pas oublier que quand même il y a quand même un sacré palier à passer entre la N3 ou N2 et la Ligue 1. Il y a quand même 3 ou 4 divisions de différence. Donc pour rentrer dans le moule, c'est pas simple, c'est pas évident. Et puis peut-être que aussi ce type de joueurs-là, comme le dit Paulo Sousa, ne sont pas prêts. Ne sont pas prêts sur quoi? Je pense que c'est plus sur un plan tactique que sur un plan physique ou émotionnel de vivre la chose. Parce que je pense qu'à mon avis, c'est des joueurs, si tu leur laisses ne serait-ce de 5 minutes de temps de jeu, ils se mettront peut-être le cul par terre pour tout donner et puis regoûter à ça quelques semaines après. Mais je pense que c'est plus sur un plan tactique, donc on verra, mais faut pas mettre aussi la charrue avant les bœufs pour tous ces jeunes là. Ouais, on demande. Mais je crois que c'est indéniable. Il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe. Ça c'est sûr. En réserve, il y a des joueurs qui ont un vrai potentiel. Maintenant, Flo a tout dit. Moi, c'est facile quand on a l'impression que des fois, nous, on joue à Football Manager. Tu vois, tu vas prendre un jeune de 18 ans, ouais, il va être bon, bim, tu vas le refourguer 20 millions. Mais dans la réalité des choses, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu peux pas lancer un jeune trop tôt non plus, sinon tu le grilles. On va prendre l'exemple d'Albert Lotin qui est arrivé et nous, ouais. Albert Lotin, en interne, on nous disait que c'était un énorme potentiel. Alors même si au niveau mental, des fois, ça pouvait être compliqué de le canaliser, mais on nous disait que c'était un énorme potentiel. Ricardo, il nous disait même que c'était un des meilleurs jeunes qu'il ait vu, un des jeunes qu'il avait le plus impressionné. Donc voilà, et ce joueur a complètement disparu. Ouais, j'ai pas compris. Hein? J'ai pas compris, Nico, pourquoi il a disparu, Albert Lotin. Si on peut, je sais pas si tu as des infos. Si c'est vrai que parce qu'il faisait pas la maille, parce que dans l'état d'esprit, Paulo Sousa considérait qu'il s'entraînait pas assez dur, que mentalement il était pas assez présent, voilà, et que c'est un joueur qui a du potentiel. Mais même en réserve, des fois, moi je regarde quelques fois et souvent les feuilles de match de la réserve, des fois on le voit pas. Alors je sais pas s'il a été blessé ou pas, ça je peux pas vous donner cette info. Mais des fois tu le vois même pas sur les feuilles de match de la réserve, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas avec Albert Lotin. Non mais voilà, c'est juste pour te prendre l'exemple de joueur dont on se dit oh ouais, alors lui vraiment c'est un futur énorme, faut le lancer. Bah ouais, tu vas le lancer 1 mois, tu vas le lancer 2 mois, il va s'entraîner avec les pros. Ça se trouve tu vas lui brûler les ailes et le gars derrière, il va plus jamais rien faire de sa carrière. Et pour rebondir après avoir fait 1 mois, 2 mois en pro, retourner en National 3, et en National 3 on parle pas d'une équipe qui joue l'accession, hein. On parle d'une équipe qui a été relégable tout le début de saison et qui là vient à peine de retrouver le milieu de tableau. Oui. Donc, comme dit, hein, le gap il est immense entre ces niveaux-là. Donc si Sousa, faisons confiance à Sousa, si Sousa estime que les joueurs ne sont pas prêts, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Il y a une chose, j'aimerais votre avis là-dessus. Je me suis fait la réflexion, depuis qu'il y a Paulo Sousa, j'allais dire dans le temps, mais il y a quelques saisons qui ne sont pas si lointaines, lorsque des joueurs n'étaient pas retenus dans le groupe pro, ils allaient jouer avec la réserve. Aujourd'hui, ça ne se fait plus.
Et je trouve que cet apport de joueurs de groupe pro qu'allaient faire le week-end, aller jouer en réserve, ça permettait peut-être aux jeunes de la réserve de se mesurer aux gars qui sont en pro. Ça remettait un peu d'humilité à ceux qui sont en pro, qui devaient se remettre en question pour jouer avec la réserve. Aujourd'hui, on le voit plus, ça. Pourquoi? Est-ce que je ne sais pas si vous avez une explication à ça. Moi, ça me surprend et je le regrette un peu. Vous êtes là, les gars? Ouais, non. Je vous ai scotché avec la question. Non, mais c'est vrai, on voit plus. Hein. Même des jeunes joueurs, quand ils sont pas retenus dans le groupe, ils redescendent pas jouer en réserve. Pourquoi? Moi, je trouvais ça bien qu'ils redescendent jouer en réserve. Si, t'en as quand même. T'en as quand même qui font ce voyage-là, notamment pour les matchs de Gambardella, où t'as des fois des mecs qui ont été mis à dispo de la Gambardella. On le voit. Alors, peut-être moins qu'avant, t'as raison. Je sais pas, c'est difficile. Regarde, difficile à expliquer. Non, mais déjà... Vas-y. Non, mais Aïd Benasser, il aurait pu aller en réserve. Adli, quand il n'est pas dans le groupe, il peut aller jouer avec la nationale. Alors après, ou est-ce que c'est une question de statut? Ils veulent séparer réserve, pro. Après, Nico, tu sais, le foot a énormément changé. Les égos des joueurs ont énormément changé. Les enjeux ont énormément changé. Yacine Adli, déjà, à mon avis, Yacine Adli, quand il n'était pas dans le groupe, c'était qu'il était blessé. Donc, tu vois, c'est pas une question de choix. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que Sousa le fait pas descendre. Et un mec comme Aïd Benasser, tu peux pas l'envoyer en réserve, sinon tu le tues, le mec, maintenant. Tu vois, tu l'envoies avec là. Alors, tu peux envoyer ce genre de joueurs quand ils reviennent de blessure pour qu'ils reprennent du rythme, tu leur expliques et tout ça. Mais sur une sanction, entre guillemets, parce que ça serait une sanction de l'envoyer en réserve, je pense que effectivement, dans le management, ça n'a plus rien à voir. Et puis, il y a aussi quelque chose quand même d'important par rapport à avant, c'est que tu as des effectifs qui sont colossaux en jeunes et en pro, ce que tu n'avais pas avant. C'est-à-dire qu'avant, des fois, tu prenais ton jeune, tu le faisais jouer avec les pros ou tu le prenais dans le groupe, mais tu en avais besoin pour compléter ton équipe de jeunes parce que sinon, tu manquais un peu de joueurs. Là, c'est plus du tout le cas. Tu regardes l'équipe de la réserve, même à chaque match, la réserve, il laisse 4-5 types en tribune sur le carreau. Donc, ça veut dire que tu vas faire descendre Aïd Benasser pour le sanctionner, le faire jouer avec la réserve. Pas le sanctionner, mais tu vois, un mec comme Bass ou comme Punjé, il pourrait rapporter à tous ces jeunes-là en redescendant. Tu le fais redescendre et ça leur donnerait du temps de jeu. Alors, je sais pas, c'est peut-être une vision, c'est la vision du foot il y a 10 ans, peut-être. mais en fait, moi, là où je partage pas trop ta vision, c'est que si tu fais jouer un mec comme Maxime ou comme Paul avec la réserve, déjà, ça prend la place d'un jeune. Donc, c'est un jeune qui joue pas. Et le but maintenant du foot, c'est quand même que tes jeunes soient vus. Parce que, encore une fois, tu as besoin de les montrer, tu as besoin qu'ils progressent vite. Alors, oui, dans le leadership, c'est vrai. Tu as raison. Pour partager leur expérience, c'est des joueurs très certainement qui pourraient apporter à ces jeunes joueurs. Maintenant, je pense que, tu sais, les jeunes, c'est plus les jeunes d'avant, quoi. Ils sont matures très, 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 très tôt. À 18 piges, tu as des mecs qui sont ultra structurés, qui savent où ils veulent aller. Oui, avoir l'apport d'un Paul Beige, ça serait intéressant pour eux, mais je suis pas sûr que ce soit prépondérant à leur développement. Tu vois. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, on fait le choix de créer de vraies équipes jeunes. Voilà. Et puis aussi le fait que les pros ne veuillent pas forcément redescendre avec la réserve aussi, hein, et que t'as pas envie de te mettre le feu et rentrer en conflit avec un mec quand t'es manager, sachant que ça peut te mettre très rapidement le feu au vestiaire si jamais t'as un joueur qui te lâche. Voilà, t'as tout ça à gérer. Hein. Le management, c'est très très. Oui, mais bon, moi c'est vrai que je trouve, je regrette. Comment ça se passe en Italie, Flo? Est-ce que les joueurs qui sont pas dans le groupe pro, alors toi, je te pose la question sur l'Italie parce que je sais que tu es féru de Serie A, est-ce qu'ils redescendent jouer avec en Primavera? Franchement, pas énormément, hein, à part quand ils ont besoin de reprendre, on va dire, de la forme. Pour tout avouer, je sais même plus si Chiellini, qui s'est fait une grosse blessure cette saison avec la Juve, est redescendu en Primavera. Après, c'est un peu comme on connaît au Girondin de Bordeaux au niveau des groupes. Tu sais pas trop qui descend, qui monte, etc. Mais honnêtement, c'est place entre guillemets aux jeunes parce que tu as besoin là aussi, comme le disait Nico, tu as besoin aussi d'avoir de la visibilité pour ces gamins-là parce que voilà, en Italie, on est quand même féru des jeunes joueurs prêtés, que ça soit en série B, série C et ailleurs. Donc voilà, c'est vrai que en général, ils font justement du recrutement
comme le fait Bordeaux d'ailleurs, du recrutement de jeunes joueurs en devenir pour déjà renforcer dans un premier temps l'équipe réserve. Je pense notamment par exemple à Matheus Pereira qui est passé par Bordeaux notamment. Il servait surtout à faire le nombre en Primavera parce que voilà, ils avaient besoin de jeunes joueurs 22, 23 ans capables aussi de faire le moule avec les jeunes joueurs qu'ils ont à l'intérieur de leur effectif. Donc pour moi, je te dis si vraiment il t'a un blessé énorme en Italie, ils vont te faire redescendre les mecs. Sinon ils peuvent te faire des groupes à 25 joueurs et après te mettre un nombre, te mettre 3-4 joueurs en tribune. Mais c'est très rare que des vieux briscards entre guillemets, par exemple à l'image de Paul Bice, qui ne joue pas, retourne en réserve. Il y avait je pense qu'il y avait que en France qu'on voyait ça, et un degré moins peut-être en première ligue à l'époque où par exemple Chelsea avait des indésirables où il rebasculait, et ça je trouve que quand même c'est assez fort quand même. Il donnait plus on avait vu Anelka qui était reparti. Oui, Anelka, il y avait Florent Malta aussi. Ouais. Donc ça c'est un peu un contexte différent. Bon, c'est vrai que c'était une question que je me posais et j'avais envie de vous la poser. Moi ça me surprend et moi je regrette un peu en termes d'humilité tout ça. Alors c'est vrai que le foot a changé, j'entends ce que tu dis Nico, mais c'est vrai en termes d'humilité, d'investissement, de travail, de passage de relais, je trouve entre une génération et une autre, de te faire descendre un pro à un moment donné pour qu'il joue et qu'il ait du rythme avec les jeunes, je trouve que ça serait juste montrer l'exemple quoi. Voilà. Après, ça serait montrer l'exemple, mais c'est vrai, moi j'ai des souvenirs alors je sais pas si c'était sous la période Gourvenec ou peut-être sous la période Sagnol, je sais plus exactement. Il le faisait encore, ouais. Où on le faisait encore, et de temps en temps on avait 3-4 joueurs qui passaient justement dans cette équipe réserve là, et les résultats étaient pas forcément forcément acquis pour Bordeaux. Hein. Oui, il traînait des pieds, les pros. Ouais, il traînait des pieds. Et moi, je me rappelle à l'époque quand j'étais justement stagiaire à Girondins de Télé, où de temps en temps on voyait passer les Lucas et compagnie, et qui nous disaient des fois, écoutez, c'est simple, ok, ils sont pros, ils ont peut-être le statut pro, mais en fait on le voit pas nécessairement sur le terrain, et au lieu de faire jouer des jeunes, ben voilà, on fait jouer des vieux que, comme tu le dis, traînent un peu les pieds. Bon. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Non, mais ça c'est sûr qu'après, de toute manière, la différence, elle n'est pas incroyable. C'est pas parce que tu rajoutes des pros que tu gagnes. Hein. C'est des mecs qui travaillent pas avec le groupe de la réserve. C'est pas. Et encore une fois, c'est que nous, on a un peu l'impression que des fois, on fait du football manager, tout, c'est normal. On se dit on va faire descendre Maxime Pounget sur le côté gauche, ça va être incroyable. Sauf que Maxime Pounget, il s'est jamais entraîné avec ses copains de la réserve, et niveau automatisme. C'est compliqué. Alors bien sûr que j'espère que sur la qualité individuelle, il est meilleur que les mecs qui l'affrontent en National 3. Ça, c'est une certitude. Mais c'est pas une garantie de résultat que de descendre des pros, loin de là. Ok, bon, parfait. Messieurs, voilà, cette émission consacrée à la formation bordelaise est terminée. Vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on se laisse pour le week-end ? Ouais, en tout cas, moi, ce projet jeune, c'est quelque chose qui me plaît. Alors, on entend énormément de choses sur les transferts un petit peu douteux. C'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se poser des questions. Mais je pense que pas plus qu'avant. Enfin, il y avait des choses qui se passaient avant au niveau des transferts à Bordeaux avec les anciens propriétaires également. Il y en a maintenant. C'est pas les mêmes personnages. Ils sont beaucoup plus sulfureux très certainement maintenant, avec un passif peut-être un peu plus conséquent. Mais bon, ça c'est le milieu du foot. Mais en tout cas, moi, ce projet avec les jeunes, il me plaît. J'espère qu'il y en a qui vont vraiment réussir à s'imposer. Moi, j'y crois. Et je pense que c'est vraiment la solution pour exister dans le foot d'aujourd'hui quand on a un peu de moyens pour investir. Et c'est vraiment la bonne solution. Je pense qu'un mec comme Mehdi Zerkan, par exemple, qui était un gros espoir du foot français, que tu as récupéré de Monaco parce qu'il ne s'est pas imposé à Monaco. Bien sûr, c'est un pari, mais il suffit d'un bon pari. Tu fais un bon pari, un mec qui explose, et franchement, tu rentabilises 5-6 contrats pro jeunes que tu as signés, et des mecs qui ne sont pas forcément imposés. Donc, moi, je pense qu'il y aura des bonnes surprises dans ces jeunes-là. Écoute, c'est à souhaiter, Flo, un dernier petit mot ou... Oui, je pense. Après,
après moi, ce qui m'agace un petit peu de temps en temps, c'est dire, justement, charger un peu Paulo Sousa sur ce truc-là et dire, ouais, on nous a vendu ce coach comme quelqu'un qui fait jouer les jeunes, mais regardez, finalement, qu'est-ce qu'il fait avec Maja, qu'est-ce qu'il fait avec Belanova, et puis tant d'autres. Mais moi, j'aimerais bien rappeler aussi un petit point là-dessus. Alors, ok, d'accord, Belanova n'a pas joué, du moins un match, et Maja, c'est un petit peu compliqué, parce que il rentre pas forcément tout le temps et tous les supporters veulent le voir titulaire quasiment à tous les matchs, à tel point qu'il faudrait lâcher Jimmy Briand. Mais quand même, Paulo Sousa a fait progresser des jeunes joueurs, que ça soit Thomas Basic par exemple, qui était vraiment loin des radars de l'équipe pro en début de saison et qui finalement a réussi à devenir un titulaire indiscutable finalement depuis le départ d'Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, ça reste, si on occulte un peu cette vente de Jules Koundé, je trouve que quand même c'est l'une des plus grosses ventes qu'on ait eu aussi sur un jeune joueur en devenir, et finalement tu as réussi à le vendre quasiment au prix fort, 17 millions et demi plus bonus, et finalement il jouait pas tant que ça. Après, Monaco a fait des choses particulières et a recruté 2 joueurs à ce poste, avec notamment Fofana de Strasbourg qui fait le taf clairement. Donc voilà, il faut laisser du temps au temps, je serais tenté de dire, et voilà. Et puis une fois que si les joueurs font le boulot en équipe réserve et on va dire attire l'œil sur plus d'un ou 2 entraînements à Paulo Sousa, je vois pas pourquoi Paulo Sousa ne les ferait pas jouer. Donc je pense que patience, et on verra ça sans doute après cette période de confinement. Voilà, non mais Flo, je termine Nico, juste oui. Flo a entièrement raison. C'est que nous on colle des étiquettes à des coachs. C'est-à-dire qu'on s'est dit Sousa, il veut faire jouer les jeunes, mais non, un coach il veut gagner. Point barre. Ils s'en foutent du reste. Et Paulo Sousa, que ce soit un jeune ou un mec comme Jimmy Briand qui a 34 ans, et voilà, si Jimmy Briand lui donne satisfaction et que le jeune, il pense que le jeune ne le fera pas gagner, il en a rien à carrer, pour être un petit peu vulgaire, du jeune. Il veut gagner, il veut avoir des résultats parce qu'il est jugé sur ça dans le foot, parce que tu alignes 2-3 mauvais résultats, t'es sur la sellette maintenant dans le foot moderne. Donc arrêtons avec ces étiquettes-là. Sousa, il fait jouer les mecs qui pensent être meilleurs. Et contrairement à ce qu'on peut penser, des fois on se dit il doit avoir un problème avec machin, c'est des trucs relationnels. Non, je pense que tout simplement pour lui, il fait jouer les meilleurs à son poste. Et il a pas arrêté de nous le dire en conférence de presse, et c'est pour ça qu'actuellement il compte pas sur les jeunes. On a interrogé, vous irez lire sur Web Girondin, Alexandre Poirier du site Formation Girondin, qui suit tous les matchs des équipes jeunes quasiment, et il apporte son regard à lui, d'expert entre guillemets sur la formation bordelaise, et vous irez lire. Et en gros, pour résumer sa pensée, il faut être patient. Aujourd'hui les jeunes sont pas prêts, voilà, ceux qui évoluent en national. Voilà. Ça rejoint ce que vous dites, messieurs. Et c'est pas Paulo Sousa qui le dit, hein. Voilà, c'est lui, voilà. Donc c'est pour ça on va terminer. C'était très intéressant, c'est 30 minutes sur la formation girondine. Bon week-end les amis, profitez bien du soleil s'il y en a sur Bordeaux pour vous reposer, et restez chez vous, voilà, et prenez soin de vous. Allez, salut Nico, salut Flo, à bientôt, à la semaine prochaine. Bye, ciao.